Là, j'arrive sur une équipe où d'un point de vue technique, j'ai pas grand chose à leur apprendre. Donc ça, c'est un beau challenge. Comment on va faire travailler tout le monde avec un niveau technique élevé ? C'est pas à moi de le faire. Ah, celle-là, t'aimes pas l'entendre. Ça, je déteste entendre ça. Surtout, il y en a un autre qui va le faire, mais l'autre, il n'existe pas en fait. Et c'est peut-être le seul moment où je suis très directif avec mes équipes. Tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Ça fait presque Amélie Poulain un peu. Hein. Mais je la trouve assez vraie en fait. Avec une équipe, on va pouvoir construire beaucoup plus et beaucoup plus stable et beaucoup plus sur le long terme. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas Berger, qui est le CTO du groupe La Centrale. Merci Thomas d'avoir accepté l'invitation et d'être venu dans nos locaux. Merci pour l'invitation. J'aurais presque pu te proposer de faire l'enregistrement dans tes anciens locaux. Ah oui, aux Parisiens. Aux Parisiens, effectivement, parce que on s'en amusait. Il y a un peu moins de 3 heures, j'enregistrais avec Sam Ramachandra, que tu as eu 2-3 mois dans tes équipes. C'est ça, j'ai eu 2-3 mois dans mes équipes, un peu moins de 2 mois en fait, dans mes équipes à La Centrale, et elle a pris le poste de CTO du Parisien, poste que je connais très bien, puisque c'est un poste que j'ai exercé pendant 4 ans. Ouais, elle a vraiment pris ton poste, hein, du coup. Elle a vraiment pris mon poste. Enfin, elle l'a pris. Non, tu l'as laissé vacant. Exactement. Et elle en a profité. Elle va faire la continuité. Exactement. Ok. Le monde est petit. Et du coup, avant que de parler du Parisien puis de ton poste de CTO à La Centrale, ce que tu me disais, c'est que l'un des fils rouges un peu de tes expériences et de la manière dont tu abordes le poste de CTO, ce que tu as vécu toi sur tes différentes expériences, c'est vraiment comment le CTO, comment la tech accompagne le business, le cœur business, voir les pivots, voir le pivot des boîtes que tu accompagnes. Ça va être un fil rouge. C'est un fil rouge de ta carrière, toi. C'est un peu un fil rouge de ma carrière, mais je dirais que ça démarre un peu plus tôt en fait. Pour moi, l'informatique au sens large, ça démarre il y a quand même assez longtemps. J'ai commencé à coder en basique, comme peut-être beaucoup de jeunes de ma génération, même si je suis plus très jeune maintenant. Tu faisais quoi en basique ? Tu développais la tortue là ? J'ai développé des jeux, alors j'achetais des magazines, des espèces de catalogues complets avec des lignes de code en basique, et je les codais sur un Amstrad CPC 6128 pour jouer pas très longtemps avec, parce qu'il fallait 3 ou 4 heures pour coder le jeu, et après il était un peu tard et j'avais plus vraiment le droit. 3 ou 4 heures pour coder le jeu ? Ah oui, c'était pas des jeux trop compliqués. Ouais, mais ça paraît... quand on a 10 ans, c'est long. Ouais. En 4 heures, t'arrives... Quoi, à 10 ans ? À peu près, ça a 10-11 ans, ouais, sur l'époque de l'Amstrad. Ouais. D'accord, ah ouais, donc tu es passionné, quoi. Passionné, alors le but, c'était peut-être de faire le jeu, puis là, c'est là où je commençais aussi à m'amuser, à comprendre les variables, à changer les couleurs par exemple. Dans les jeux, j'avais compris que l'hexadécimal, alors, je sais plus si c'était l'hexadécimal à l'époque, mais en tout cas qu'il y avait des chiffres qui faisaient changer les couleurs ou les formes. Et donc je m'amusais à apprendre, mais aussi à essayer de modifier un petit peu pour qu'à la fin ça marche plus, qu'on soit clair. Ok. Après, l'arrivée du premier PC à la maison, c'était 93, je dirais 92-93, le fameux 486 DX33 que beaucoup de ma génération ont utilisé, qui avait un énorme volume de RAM, c'était 4 mégabits de RAM. Non. Et donc on commençait à avoir des jeux un peu plus poussés, là. On avait des Duke Nukem, des Doom. Malheureusement, 4 mégaoctets de RAM, il fallait optimiser cette RAM pour pouvoir lancer les jeux, sinon ça démarrait pas. Donc là, je commençais à bidouiller, à mettre le clavier en QWERTY, à essayer de faire toutes les manips possibles, à lancer le minimum de choses possibles pour économiser la RAM et lancer les jeux. Donc c'était pareil, j'ai passé des après-midi, même peut-être plus qu'à jouer finalement, plus à bidouiller. J'aimais bien comme ça bidouiller un petit peu
pour comprendre le fonctionnement. Bon, donc du coup, l'informatique, c'était presque une évidence, quoi. C'était une évidence, mais en fait pas forcément, hein. Je me pensais pas du tout à l'époque en faire un métier, mais comme d'ailleurs tous les jeunes, hein, je savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier. Au lycée, hein, j'étais passionné d'histoire, donc je voulais faire prof d'histoire. Ah bah ça n'a rien à voir. Effectivement, mais bon, arrivé à bac en poche, ok, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Donc, bon, prof d'histoire, c'était bien, mais fallait faire toute la fac et réussir. Et au début, je me voyais pas faire des études longues, donc je me suis orienté plutôt vers un DUT. Donc, je vais faire un DUT mesures physiques, parce que tout simplement, c'était ce qui fermait le moins de portes. En fait. C'était un peu ça mon choix. Ton choix, c'était de te fermer le moins de portes possible. Ok. Pour me dire, en fait, repousser le choix finalement. C'était conscient, ça? C'était accompagné de mon papa. C'est vrai. Il m'a dit prof d'histoire, c'est bien, mais fais déjà un DUT mesures physiques, il y a des débouchés, après tu feras de l'histoire si tu veux. L'histoire, tu liras des BD. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, tu t'envoyais quelques-unes là, dans la collecte. Exactement. Et je pense que je vais même. Tu la connaissais cette collection? Non, je connaissais pas cette collection en fait. Donc, ok, ouais, c'est une collection. Donc on a une collection là de BD dans la salle où c'est un personnage par BD. Voilà, de Mao Tse-tung et autres. Voilà, il y en a plein partout. Et toi, tu me parlais de Jour J. Des Jour J, que j'aime beaucoup. Hein. Les uchronies, ça fait appel à deux choses que j'aime, l'histoire et un peu la science-fiction. Donc, j'aime beaucoup ça. Ok, bah je t'ai coupé. Oui, c'est vrai que... Donc pour la suite, donc, mesures physiques, hein, ça m'a appris un truc très intéressant, c'est toujours contester les chiffres. En fait, ce qu'on apprend hein, quand on fait ça, c'est qu'un chiffre ou une mesure hein, sans son écart type, ça vaut rien. Et donc c'est ce qui m'apprend et ce que j'utilise toujours aujourd'hui, c'est vraiment comprendre toutes les métriques qu'on m'amène. Quand on me dit que ce soit des métriques de Scrum, que ce soit des métriques business, j'essaie de comprendre d'où elles viennent et comment on les a calculées. Parce que finalement, si on veut faire de la data-driven decision, il faut être sûr de la donnée qu'on va lire. Donc toujours se questionner sur la méthode de collecte des chiffres, je dirais c'est quelque chose que ça m'a appris. Ça m'a aussi passionné sur la physique fondamentale. Alors, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et à l'époque, en fait, donc, en fin de DUT, j'ai été faire mon stage à l'Institut de physique nucléaire à Orsay, donc à l'accélérateur de particules, où j'ai commencé à coder en C, donc à l'époque, des algorithmes, alors qu'on appelait de l'IA à l'époque. Hein, c'est maintenant 20 ans, presque 25 ans après, c'est un peu léger, mais c'était ce qu'on appelle les cartes de Cohen, et qui permettaient en fait de calculer en fait les résultats des collisions d'atomes. Donc un domaine ultra précis. Donc c'était des atomes de carbone qu'on envoyait dans l'accélérateur de particules. Ils se faisaient une collision et on regardait les molécules qu'on ressortait. En fait. Et donc beaucoup de données hein, qui étaient produites. Hein, ça produisait beaucoup de données, plusieurs gigas de données. Bon, à l'époque, c'était beaucoup. Maintenant, c'est rien. Et donc c'était des algorithmes qui permettaient de traiter ces données, de regarder un petit peu ce qu'on recevait. Donc ça c'était intéressant, mais la recherche ça manquait un peu d'énergie. Et puis finalement les études j'y avais pris goût. C'est marrant ça. Oui, sûr. Ok. Et moi je reviens juste sur les chiffres. Quand tu disais ça me sert pour les métriques Scrum, le data-driven decision, c'est quelque chose qui est récent aujourd'hui ou ça t'a toujours accompagné? Ça m'a toujours accompagné, même si je le savais pas encore en fait. J'ai toujours eu cette culture du chiffre, de mesurer en fait les choses. Je dirais mon esprit scientifique en fait. Quelque chose où il faut être capable de le mesurer. Même en physique, hein, il y a des choses intéressantes. Hein. On dit que surtout en physique fondamentale, hein, où on va regarder quand on observe quelque chose, on sait que ça change son état, par exemple. Donc c'est des notions alors qui ne s'appliquent pas à la physique générale, mais... quantique, plutôt. Plutôt quantique, voilà. Du coup, ouais, donc, au niveau des études, j'avais pris un peu goût aux études, donc j'ai décidé de continuer. Donc j'ai fait une école d'ingénieur informatique où j'étais pas le plus assidu, on va dire. Je faisais beaucoup de choses à côté, hein. Je faisais de la musique, j'avais un groupe de musique. Je faisais roadies aussi, donc je montais des scènes pour des concerts donc à Bercy, voire même des conventions hein, d'entreprises.
Donc là, ça m'a appris le travail physique, hein, c'était la nuit, monter, démonter, charger des camions, brancher des câbles. Ça m'a aussi montré que Ça, tu en faisais fait, ça le week-end, ça? ouais, en semaine aussi. C'est pour ça que des fois, j'allais pas trop aller en cours le matin. Ok, désolé, j'ai monté une scène et Voilà, démonté et une je suis scène. un peu fatigué, surtout qu'après, bon, en fait, on prenait l'apéro une fois qu'on avait monté la scène. Pas trop, parce qu'il fallait la démonter Et après. exactement. Ouais, bah, après, il y avait toute la prestation. Il y avait le temps de se reposer entre les deux. Ok, t'as fait quel concert? Marilyn Manson, par exemple, où j'ai monté les scènes, les Rolling Stones au Stade de France. Mais non. Ah ouais. Après, ça, c'est les plus intéressants, hein. J'ai fait aussi des mariages, des grands mariages, où il y avait des groupes de reprises. Ah, sympa. Ok. Et Une convention AXA. Voilà. alors, tu t'es éloigné de ce monde-là. Ouais, parce que c'est physique. Je me voyais pas faire ça toute ma vie, hein. C'était sympa, je faisais ça avec des amis. Mais voilà, à la fin de mes études, là, j'ai cherché un travail, hein, comme tout le monde. Et là, je suis rentré chez LG Electronics, vraiment purement par hasard. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. On m'a proposé un poste, ça avait l'air intéressant, donc j'y étais. Donc là, je travaillais en recherche et développement, en fait. Tu choisis un poste, c'est parce que le poste est là, quoi. Ouais, c'est un peu parce que le poste est là. Ouais. C'était. Non, on me proposait de travailler sur les téléphones portables. Donc on était à l'arrivée, c'était le début de la 3G en fait. Donc on me proposait de travailler sur les téléphones 3G. Je fais, ah, tiens, ça va être intéressant de Mais t'avais travailler. été chercher quelque chose, t'avais répondu à une offre ou J'ai dû répondre à une offre. Je t'avoue que je sais plus du tout comment je me suis retrouvé là. Ok. En tout cas, voilà, je me suis retrouvé là. Alors, j'ai fait mon stage de fin d'études en fait là-bas. D'accord. J'avais dû chercher un stage en fait. Et donc, bah, après la fin de mon stage, ils étaient plutôt contents de moi. Donc, puis moi, j'étais plutôt content aussi. J'avais trouvé un travail qui m'intéressait. Donc j'ai commencé. Donc, j'ai été embauché par cette entreprise. Donc, très grosse entreprise, hein. Je crois qu'il y avait 160 000 personnes dans le monde. Donc, j'ai pas commencé par une start-up. Euh, et l'idée, en fait, j'avais un métier qui était très orienté sur des process internes, en fait. Et l'idée, c'était d'améliorer, en fait, la communication entre les équipes à travers l'Europe et le monde. Donc, en fait, de produire des outils qui leur permettent de collaborer ensemble et de travailler. Donc, on a développé plein de trucs. C'est là où j'ai commencé à faire du PHP, parce que c'est simple, tout simplement. J'avais un rôle un peu particulier où je trouvais je comprenais les problèmes et je proposais des solutions via du logiciel. Et c'est là où ça rejoint un petit peu mon fil rouge. C'est que finalement, Ça dès y le est, début de ma ça y est, on y carrière, vient. voilà, j'étais orienté. L'informatique, c'était finalement que un moyen dans un but. Et finalement, c'était ce qui m'a toujours intéressé, c'est de comprendre le but. C'est pourquoi on va faire le logiciel, pourquoi on va faire de l'applicatif, et est-ce que ça répond aux besoins, plutôt que juste développer pour développer finalement. Et donc c'est là où j'ai vraiment développé cette capacité et où j'ai commencé à vraiment réfléchir. Et finalement, je me suis mis à coder parce que la solution c'était un logiciel, mais ça aurait pu être autre chose. Et j'ai fait d'autres choses où j'ai fait des scripts VBA dans des fichiers Excel parce que c'était ça la solution. J'ai fait du Java, ce qu'on appelait standard édition encore à l'époque, voilà, des applications lourdes. J'ai dit du PHP. Je m'intéressais beaucoup au JavaScript, je trouvais que c'était très bien, ça rendait dynamique un peu les sites à l'époque. Alors il n'y avait pas encore de framework, il y avait le début de jQuery. Alors, voilà. D'ailleurs, ouais, sur jQuery, j'ai appris comment on utilisait des librairies externes. Parce que le premier truc que j'ai pris quand j'ai pris jQuery à l'époque, j'ai été modifier le cœur de jQuery parce que ça me plaisait pas. Grosse erreur en fait, parce qu'après on peut plus faire de maintenance, on peut plus monter les versions. Voilà. J'ai vite appris, mais finalement, à l'époque, ça me semblait une évidence. On récupérait de l'open source, on le modifiait comme on voulait. En fait, non, il y a tout un process. Et c'est là où l'open source, voilà, j'ai commencé à faire beaucoup d'open source. Un, parce que j'avais pas des gros moyens dans mon équipe. Et deux, parce que j'aimais bien le concept. Le concept, c'est il y en a qui ont trouvé des bonnes idées, ça sert à rien de réinventer la roue. Donc autant réutiliser au mieux en fait ce qui a été fait de bien et de l'orienter vers les besoins business. Donc voilà comment j'ai aussi fait pas mal d'open source. C'est quelque chose qui a guidé tes choix par la suite? Exactement, puisque en 2012, donc il y a une grosse restructuration chez LG Electronics. Toute la partie R&D est recentralisée en Pologne.
La Pologne, il fait froid. Moi, j'avais à peine 30 ans, j'avais pas forcément envie d'aller en Pologne. Donc, j'ai fait partie du plan social avec les 500 ou 600 autres Européens, parce que j'étais pas le seul. Et du coup, je me repose la question de qu'est-ce que je vais faire. Pareil. Est-ce que cette fois-ci, tu savais? Toujours pas. Toujours pas, surtout que j'avais eu je dis souvent, je pense qu'il y aurait peu ce plan social, je pense qu'il serait encore chez LG. Je serais encore en train de faire à peu près la même chose. Je trouvais ça très bien, j'étais bien dans ma zone de confort. Un peu de challenge de temps en temps, c'est moi qui me challengeais, j'avais une forte autonomie, j'étais plutôt épanoui. Mais il me manquait un peu quelque chose quand même, il me manquait un peu de prise de risque. Mais ça, je me rends compte après. Être dans ta zone de confort, c'est quelque chose que t'aimes bien, en fait, du coup? J'aime plus. Parce que du coup, c'est étonnant, sur un poste à responsabilité CTO, fatalement, si tu es dans une zone de confort, j'imagine qu'on vient t'en sortir assez régulièrement, quoi. Exactement. Et je pense que voilà, là, je m'étais bien mis dans ma zone de confort et que finalement, le plan social m'a vraiment donné le push pour aller faire autre chose, et vraiment complètement autre chose. J'ai pas du tout cherché chez un opérateur télécom ou chez un autre constructeur. Je voulais faire du web. Et tiens, je vais faire du web. Alors je connaissais pas vraiment le web en fait. Finalement, j'avais fait des systèmes métiers internes. Je connaissais vraiment du SI en fait. Et j'ai dit, je vais faire du web, et j'aimais l'open source, donc j'ai rejoint une ESN en fait, qui était spécialisée dans l'open source, donc qui s'appelle Alterway. Et dans un rôle de chef de projet, on appelait ça à l'époque. Ça n'existe plus trop, ou si ça existe encore, mais c'est pas très agile, quoi. Donc j'avais vraiment le rôle de chef de projet technico-fonctionnel, qui gérait la maîtrise d'œuvre, comme on disait à l'époque. Et en parallèle de ça, je m'occupais aussi de l'avant-vente en fait. Et ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'est pareil, ça a touché ma fibre de trouver des solutions à des problématiques et vraiment comprendre le business. En fait, l'avant-vente, c'était prendre des appels d'offres, comprendre la problématique du client, lui proposer une solution, souvent logicielle, pour répondre à son besoin. En fait. Donc, ça rejoint un petit peu mon fil rouge. C'était une avant-vente du coup bien poussée. Enfin, t'étais sur des processus d'avant-vente bien poussés, ouais. Parce que pour proposer déjà une partie de la solution, ou une solution un peu palpable. Ça, donc il y avait deux types en fait. Il y avait des choses très au forfait en fait. Donc travailler par exemple avec l'AEFE, qui est l'association des lycées français à l'étranger, par exemple, qui voulait un site global pour tous ces lycées dans le monde. Et beaucoup de public, en fait. J'ai fait beaucoup d'appels d'offres publics, des grands contrats cadres publics, donc assez lourd en termes de process. Mais ça m'a appris aussi une grosse rigueur. Ça demande beaucoup de rigueur sur compléter un dossier complet pour un appel d'offres public, c'est assez lourd. Je sais pas si t'en fais. Si, ça m'arrive. Voilà. Effectivement, faut un peu de la résilience, de la rigueur. Rigueur et résilience. On a vite envie d'abandonner. Et ça a développé des fibres commerciales également. Négociation ou peut-être un peu de négociation. Alors je travaillais donc en binôme avec un directeur commercial, donc qui avait plutôt lui le gros côté commercial. Moi, je suis quand même un mec de la tech, donc j'ai du mal. Je suis pas un très bon vendeur, même si j'ai appris un peu à le développer via cette expérience. Et après la négociation, et surtout plutôt l'explication en fait, être capable d'expliquer des choses qui peuvent être des fois un peu complexes en technique de façon simple pour convaincre. C'est peut-être ça plutôt que j'ai pu développer avec cette expérience. La vulgarisation. La vulgarisation, c'est ça. Et quand tu parles de convaincre, justement, ça fait partie du rôle de vulgariser et convaincre. Tu me dis, ça fait partie des casquettes de CTO, ça m'a servi. Il y a, comme ça, sur ta carrière, il y a 3, 4, 5 décisions où tu as dû faire preuve de conviction et pousser un sujet et le vendre en le vulgarisant bien. C'est quoi les bonnes décisions que tu as réussi à pousser comme ça ? Je dirais toutes les décisions devraient être poussées comme ça.
Et sur deux axes en fait, sur l'axe des équipes déjà. En fait, c'est donner du sens à nos équipes qui développent. En fait, il faut bien qu'ils comprennent les enjeux business derrière. Comme je disais, pour moi, le fil rouge, c'est vraiment accompagner le business. Donc, ça veut dire aussi transmettre à ceux qui produisent une compréhension de pourquoi on le fait. Et c'est vulgariser ça dans l'autre sens finalement. C'est vulgariser une complexité qui peut être business à des équipes de développement pour qu'ils soient capables de coder avec le bon niveau en fait de compréhension et éviter les outputs en fait, de dire en fait c'est pas parce qu'on a produit un truc, on doit produire un résultat en fait. Et donc c'est dans ce sens-là. Et après dans l'autre sens, c'est plutôt sur des sujets je dirais plutôt bas niveau, que ce soit de la sécurité ou de l'infra, pousser l'infra as code par exemple, expliquer pourquoi l'infra as code c'est indispensable actuellement en fait. Alors pourquoi l'infra as code c'est indispensable actuellement? Pour plein de choses, hein, pour la stabilité, la résilience. Moi, je le pousse beaucoup sur la résilience. C'est-à-dire que on doit être capable de reproduire ce qu'on a fait. Quand on fait un des clouds publics, c'est facile de faire du clic-clic dans la console, mais on a perdu toute trace de ce qui a été fait. La phrase code, ça permet voilà, de s'assurer en fait, d'un niveau de compliance. Ça de préparer un PRA aussi, hein, de s'assurer que en fait, si on perd la plateforme pour X ou Y, on est capable de la remonter rapidement grâce à ces scripts. Et ça, dans ma carrière, ça m'est arrivé de l'utiliser. Je te dirais pas coup, mais... Ça t'est arrivé de pas l'avoir ou... Non, d'avoir remonté une plateforme complètement suite à une attaque. Ouais. D'accord, ok. Donc ça peut servir. Ça sert. Ça sert. Okay. C'est quand on en a besoin qu'on se rend compte que ça sert beaucoup. Ok. Après, voilà, je vais pas te convaincre de... Je pense que t'es convaincu de l'infra code, mais... mais l'idée, c'est ça. C'est plutôt le vendre sur l'aspect sécurité, sur l'aspect capacité aussi à mesurer en fait, ce qui est fait et ce que c'est fait dans les règles de l'art. Hein. C'est toute la conformité, c'est important aussi. Ok. Et d'autres décisions, d'autres choses que tu as poussées, qui te semblent, enfin, les grandes décisions en tant que CTO, tu parlais de l'infra as code, des choses que tu pousses comme ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pousses Il y en a une que je pousse beaucoup, c'est ce que j'appelle ne pas réinventer la roue. Et ça a plein de facettes. Je parlais de l'open source tout à l'heure, c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait. Ça marche pour l'open source, ça marche aussi pour les solutions externes payantes. S'il y a quelque chose qui existe, qui est plutôt stable et où on a peu de valeur à le recréer, ça sert à rien de le recréer. On aime bien un dev, nous, on aime bien recommencer un truc qui existe déjà, sauf que un peu du business, ça n'a pas de valeur. Donc toujours se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à le faire ou à l'acheter? Donc ne pas réinventer la roue. Deuxième chose... c'est quoi ta limite là du coup, comment tu la détermines Je saurais pas vraiment définir une limite. C'est vraiment quels sont nos enjeux. Et après, finalement, c'est souvent une décision qui est rollbackable. C'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, en fait, on démarre avec une solution externe. Finalement, si c'est trop cher, on va en parallèle développer. Si c'est trop cher et que ça marche, et qu'on pense qu'on a une valeur ajoutée à le faire nous-mêmes, on va investir en parallèle et on arrêtera l'achat de la solution au moment où on sera prêt. Hein. Donc c'est plutôt... J'ai des exemples hein, sur des algos de détection photo, par exemple. On sait faire, hein, on sait analyser des photos, faire des bons algos. Mais bon, il y a Recognition AWS qui marche très bien et qui sait le faire et qui est mieux entraîné que tous nos modèles. Donc est-ce qu'on a intérêt à réinventer un modèle de détection photo? Peut-être à un moment ça sera intéressant, mais pour l'instant non quoi. C'est une question de coût. C'est une question de ROI en fait. Et j'ai le même principe. Je pousse énormément sur les services managés, serverless service managés. Pourquoi? Parce que pour moi les équipes elles sont là pour créer de la valeur. On revient sur mon fil rouge. Elles sont pas là pour faire de la maintenance d'applicatifs. Donc dans les deux entreprises là où j'ai été récemment, donc le Parisien c'est quelque chose que j'ai plutôt piloté, donc on est passé d'un mode on-premise à du cloud public, mais du cloud public pas un lift and shift, du cloud public on a repensé nos applicatifs en serverless, donc lambda,
et en service managé, donc DynamoDB, DocumentDB, pour se dire en fait la valeur d'une équipe à maintenir un cluster Mongo, elle est faible. Par contre, à un moment, si le service managé coûte trop cher par rapport à avoir une équipe dédiée à l'optimisation, c'est là où on fait la bascule. Mais la bascule, il faut être quand même très très gros pour commencer à l'atteindre sur ça. Donc c'est toujours démarrer par construire vite, apprendre, et finalement si c'est intéressant, s'il faut investir, on peut toujours investir. D'accord, ok. Bon, c'était un petit aparté qui suivait pas la chronologie de ton parcours. Exactement. C'était intéressant. Mais qui a un lien avec l'époque où je faisais du forfait, où finalement l'idée c'était de rentrer dans les budgets, les délais, parce que c'était quand je faisais de l'avant-vente, mais après il fallait bien délivrer le projet. Donc comment on rentre dans le budget, comment on arrive à rentrer dans le budget et les délais qui étaient toujours trop courts et pas assez de budget, parce que le but c'était de gagner de l'avant-vente, donc on avait pas mal réduit les marges. Tu referais des forfaits aujourd'hui ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, c'est à cette époque où j'ai commencé à m'intéresser à l'agile. En fait. Donc, j'ai fait j'ai été formé la certification Scrum Master, je crois que je l'ai fait en 2011 ou 2012, donc assez tôt. Et j'étais très intéressé, mais alors j'essayais de faire de l'agile au forfait. C'est très antinomique, parce que obligation de résultat, ça n'a jamais vraiment marché. J'avais essayé de monter des offres autour de ça. Mais l'idée du forfait, en fait, ne me plaît plus vraiment. Tu faisais quoi ? Tu facturais le nombre de points de vélocité au sprint. On essayait de facturer au sprint, mais avec un engagement de délivrer sur le sprint, parce qu'il fallait quand même rentrer dans des cases du forfait. Voilà, j'avais essayé d'inventer un espèce de modèle qui était très bancal, mais c'est parce que j'étais passionné. Alors j'essayais de trouver comment essayer de faire ça. Et surtout, en fait, c'était l'idée qui était très frustrante. Il y avait deux choses qui étaient très frustrantes au forfait. Un, c'était de se dire que la réussite venait sur la sortie du projet et pas sur les chiffres, finalement. Ce qui était important, c'était de sortir quelque chose. Pas d'atteindre des objectifs business. Donc sortir un site, s'il y avait 0 audience, c'est pas grave, on l'avait sorti. S'il n'était pas optimisé SEO, finalement, on avait souvent des obligations de résultats sur la sortie, mais pas sur les outcomes, en fait, finalement. Sur c'est quoi les critères de réussite du projet. Donc ça, c'était très frustrant quand on fait de l'agile, parce que l'agile va vraiment dans ce sens-là, en fait. Le Scrum, ou d'ailleurs toutes les autres méthodologies, poussent à aller chercher des résultats plus que de sortir un logiciel. Sortir un logiciel, c'est juste du futur legacy. Et surtout s'il apporte rien d'un point de vue business. Donc ouais, c'était la première chose frustrante. Et la deuxième chose frustrante du forfait, c'était que une fois qu'il est sorti, on s'en occupe plus. En fait, on passe à un autre. Et moi, ça me manquait vraiment de suivre un peu sur le long terme, parce que là, j'avais des projets 3, 6 mois, 9 mois pour aller plus long. Et après, ils disparaissaient et je m'en occupais plus du tout. Donc là, c'est à ce moment-là où j'ai... Tu savais pas si c'était utilisé, enfin encore la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, finalement, j'avais peut-être sorti un truc, mais... Et sur la qualité, du coup, parce que c'est aussi... j'ai fait des trucs, je suis pas très fier. Parce que, comme pour rester dans les budgets et les délais, il y a le triangle, donc ça pouvait être la qualité qu'en pâtissait. Après, pour moi, c'était quand même quelque chose d'important, donc j'essayais de pas trop rogner sur la qualité, et plutôt... Tu la vendais, elle était vendue en amont dans l'estimation, quoi. Ouais, et surtout, en fait, j'essayais plutôt d'enlever l'inutile. Se dire, en fait, oui, on s'est engagé à faire ça, mais vous vous rendez bien compte que ça sert à rien, et que si vous voulez qu'on sorte à temps, si on enlève un peu des fonctionnalités qui font plaisir, mais qui sont inutiles, on va pouvoir sortir quelque chose de plus qualitatif et qui sera mieux, en fait, finalement, pour vos clients. Et donc, c'était ça, en fait, toute l'approche, c'était... comprendre le business du client pour être capable de lui proposer des ajustements sur quelque chose où finalement, normalement, on était engagé contractuellement. Et lui faire accepter. Donc ça, c'était un beau challenge. Et alors du coup, c'est quand que tu arrêtes le forfait ? J'arrête quand je suis épuisé. Et je demande à faire un peu de régie, du coup, pour essayer justement de suivre un peu autre chose que plein de petits projets en parallèle et travailler sur un long projet. Donc j'ai la chance de rejoindre l'équipe. Donc
j'ai la chance de le rejoindre parce que donc Céline, que tu connais. Et oui, Céline Bayer. Céline Bayer. On lui fait un coucou. On lui fait un coucou. Donc elle est partie en congé maternité il y a quelques années maintenant. Et donc il s'avait besoin de quelqu'un pour la seconder pendant son absence. T'as fait J'ai fait le backup. D'accord, ok. De Céline à l'époque. Donc je découvre le monde des médias que je connaissais pas du tout. Je suis pas du tout un sportif, donc je me rappelle à l'entretien, il m'avait posé des questions sur le tennis et le football. Je savais pas qui avait gagné Roland Garros, mais ils m'ont pris quand même parce que c'était pas ça qui faisait la réussite. Voilà, c'est ça. Donc très intéressant. Là, je découvre le fort trafic. Moi, j'avais fait beaucoup. Je faisais assez peu de runs finalement. Je construisais des projets, ils partaient en prod et puis c'était le forfait. Ils partaient en prod et on n'y touchait plus. Là, je découvre les sites à fort trafic. J'y vais un moment assez intéressant parce que c'était l'année où il y avait des JO d'hiver et il y avait une Coupe du Monde. Alors, du coup, ça doit être 2014, je dirais. Ouais, ça doit être ça. Je suis toujours pas passionné de sport, donc malgré le passage à l'équipe, donc je sais plus. Et donc, donc, je découvre le fort trafic. Je découvre aussi une équipe qui travaille en continu sur un projet vraiment avec une vision long terme. Et plein de process web. Donc voilà, j'ai beaucoup appris. Donc là, tout ce qui te manquait, tu l'avais, quoi. Voilà, je l'avais. Ouais. Là, tu avais la vie. Voilà. Si ce n'est que tu te projetais sur l'espace-temps d'un congé mater, en fait. Et exactement. Mais du coup, ça m'a permis aussi de voir que c'était ça que j'avais envie de faire, finalement. Et donc, à la fin de la mission, j'ai décidé de quitter mon ESN et d'aller rejoindre Photobox. Qui était justement avec vraiment une vraie partie management. Donc là, je récupérais une équipe de 12 personnes, donc des développeurs front-end. Le JavaScript, j'en avais fait un peu, mais voilà, donc il fallait que je me remette un peu à jour. Et c'est là où j'ai découvert AWS, parce qu'ils avaient déjà migré sur AWS, Photobox, quand je suis arrivé. Et là, ça a été le choc, parce que je me dis, ça résout beaucoup de problèmes que je me posais depuis assez longtemps. Typiquement les pics de trafic, le scaling des serveurs ou même se dire en fait acheter des serveurs qui sont utilisés à 10% parce qu'il y aura un pic à un moment. Peu de sens. Peu de sens, voilà. Et voilà, et plein d'autres problématiques et que donc j'ai découvert à l'époque on avait du S3, de l'EC2, commencer à avoir des auto-scaling group, tout ce qui était intéressant. Donc là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose sur le cloud public et que ça répondait vraiment à pas mal de problématiques que je m'étais posé sur les années précédentes. Donc, ce qui était rigolo dans la petite anecdote, c'est que j'ai rejoint Christophe Pichon à l'époque, qui m'a recruté, qui m'avait déjà recruté chez Alterway. Donc, il était 2 fois mon chef, il m'a recruté 2 fois déjà. Peut-être une troisième un jour, mais... Christophe Pichon, c'était quel poste que tu avais chez Photobox donc je suis rentré en engineering manager. Ça y est, donc on est sur les termes un peu plus agiles. Un peu plus agile, donc oui, j'ai oublié de préciser, donc vraiment équipe agile, c'était des critères de choix. Voilà. Là, j'ai vraiment fait un choix. C'est peut-être le premier choix que j'ai fait de carrière. C'est la première fois que tu sais ce que tu voulais faire. Je sais ce que je voulais faire. Là. Je voulais une équipe agile, je voulais du management, parce que je n'ai pas trop parlé avant, mais j'ai commencé à faire du management un petit peu chez LG, puis ça a un peu grossi. Là, je voulais vraiment aller un peu plus loin, avoir vraiment une équipe que j'arrive à tirer sur des objectifs opérationnels. Donc, c'était aussi un des critères. Et pareil, je voulais travailler dans le cloud. J'avais commencé à regarder un peu le cloud. Donc voilà, c'était les différents critères et Photobox correspondait bien à tout ça. Donc assez vite, ça marche plutôt bien chez Photobox. Donc c'était une scale-up qui marchait plutôt bien. On avait des beaux projets. Donc moi, je m'occupais de toute la partie en fait qui permettait la personnalisation des produits. En fait, Photobox, ça fait des mugs, des albums photos. Et voilà, on avait tout un applicatif qui faisait la personnalisation des produits. Le gros enjeu à l'époque, c'était que l'applicatif, il était en flex, donc Flash. Et il fallait le passer en JavaScript parce que c'était quand même la fin de Flash. Donc, ouais, là, on y était là. Voilà, on était bien. Donc, le projet s'appelait le Flexit, par référence au Brexit. Oui, c'était en même temps. On avait trouvé ce nom, sachant que Photobox en plus était franco-anglais. Donc ça marchait pas mal. Assez vite, en fait, mon manager direct, donc, qui était le directeur du département, est parti. Et puis au fur et à mesure, j'ai récupéré les équipes une à une.
Et donc, au bout d'un an et demi, j'ai dû être engineering director. Donc, j'avais 3 ou 4 équipes, une petite trentaine de personnes. Donc, ça, c'est là où j'ai commencé à faire plus de management. Et là, c'était un choix? C'était un choix, une opportunité C'était pas forcément préparé, parce que, en fait, je me rappelle que il m'a appris qu'il partait, alors que ça faisait 6 mois que j'étais arrivé, j'étais un peu en panique. Parce que je me disais, je venais de prendre un nouveau poste, j'avais quand même pas mal de challenges. Là, je m'étais bien mis. En dehors de la zone de confort. En dehors de la zone de confort. Et puis finalement, ça s'est bien passé. J'avais la confiance de mon top management. Et donc, j'ai réussi à apprendre ça. Ça m'a appris du coup le management un peu moins quotidien, à commencer à déléguer une partie du management. Parce que 30 personnes au quotidien, ça commence à être un peu beaucoup. Donc j'ai commencé à mettre une toute petite strate de middle management. Sachant que moi, je suis quand même plus sur du flat organization. Je sais manager des cadres, des gens qui sont autonomes, qui n'attendent pas un petit chef qui leur dit tous les matins ce qu'ils doivent faire. Donc je suis plutôt pour pas créer des armées mexicaines complètes d'un chef pour 2 personnes. Et donc j'ai essayé toujours de garder des équipes assez flat. Ça dans toutes mes expériences après. Je vais toujours essayer de garder ça pour contrer l'idée d'avoir quelqu'un de toujours demander l'autorisation à quelqu'un en fait. Quand on a trop de personnes, on devient obligé de déléguer une partie des décisions. T'as trouvé une limite à la flat organisation ou pas? Oh là, quel accent anglais nul. Il y a des limites, il y a des murs que tu t'es pris. Enfin, ouais, j'en prends tous les jours. Je vois l'idée, mais du coup, c'est quoi les écueils? Les écueils, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même un besoin de donner des directions. Donc, c'est vrai qu'il faut être très clair sur sa direction. Je reste humain, des fois je suis pas très clair sur mes directions. donc ça pose des écueils. Et après, c'est bien être sûr d'avoir le bon niveau d'accompagnement. En fait. On va avoir des personnes de l'équipe qui vont demander plus d'accompagnement que d'autres. Et essayer de bien trouver ça. L'équilibre, il n'existe pas, hein, mais c'est le test and learn. Hein, tu veux dire qu'il y a des gens il y a des personnes qui vont avoir besoin de 20 minutes dans la semaine et d'autres 4 heures, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Okay. Ça, c'est l'humain, en fait, et c'est important parce qu'on doit, alors pas forcément donner 4 heures, parce que quand on a une équipe trop grande, mais en tout cas, accompagner autant que les besoins, finalement. Tout le monde n'a pas le même niveau de seniorité, tout le monde n'a pas besoin de compréhension. Et ça, justement, c'est au manager justement, de s'adapter et pas de dire je fais une demi-heure avec tout le monde. C'est de dire ok, il y en a qui vont avoir plus besoin. Ça peut être temporaire aussi, ça peut être sur certains projets. Donc, je dirais toute l'alchimie, elle est dans comprendre les besoins de ses équipes sans devenir le bottleneck des décisions. Okay. Et je suis toujours très mauvais dedans. Mais je m'améliore dans ça, en fait. Dans l'analyse de qui a besoin de combien de temps et de trouver le juste milieu. Ouais. Mais tu restes dans un mindset flat organisation. Ouais, j'en suis toujours plutôt convaincu. Ok. Et qu'est-ce qui détermine le moment où tu mets une couche de middle management? C'est justement quand tu t'aperçois que t'as plus le temps d'eux, il y a un marqueur, il y a... Ouais, en fait, le vrai marqueur, c'est à peu près 15-20 personnes. Hein. C'est là où, en fait, même des cadres où tu peux plus, en fait. Ok. Pour moi, c'est à peu près ça. Ok, c'est ton marqueur. 15-20 personnes qui reportent et à qui et que tu accompagnes. Au-delà, ça marche plus, quoi. Au-delà, ça marche plus, ouais. Ok. Donc, après... Toutes nos organisations, elles sont plutôt aussi matricielles, c'est-à-dire que tu as ton manager direct, mais après tu as aussi, tu peux avoir un PO dans l'équipe qui accompagne aussi des plus juniors, tu peux avoir des tech leads ou des devs plus seniors, donc il y a aussi l'auto-organisation de l'équipe qui est important. Il y a le manager direct, mais il y a aussi toute la culture de la société, ouais, c'est ça. Okay. Et c'est là-dessus où il faut bien s'appuyer aussi. Ok. Eh ben, je t'ai recoupé, hein, t'as vu, on digresse. Et du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Je parlais de Photobox. Ouais. On était chez Photobox. Et au moment où tu avais pris le poste d'engineering director. Engineering director, donc
se passe plutôt bien. Donc pareil, sur l'agile, là, c'était le moment où on parlait beaucoup du Spotify model. Donc beaucoup avec l'équipe produit, là, on s'est beaucoup inspiré de tout ce qui se faisait, même si ça avait l'air de bien marcher sur le papier, c'était quand même pas facile à mettre en place. Donc, mais petit à petit, on a monté des choses assez intéressantes. Qu'est-ce qui était, pour entrer dans le détail un peu du Spotify model, qu'est-ce qui est beau sur le papier, compliqué à mettre en place, qu'est-ce qui était beau et qui était facile à mettre en place? Alors facile, c'est la pizza team, ça c'est facile à faire, on découpe, on dit voilà, il faut pas plus de X personnes, donc ça marche plutôt pas mal. Être capable de découper, c'est vraiment, j'ai toujours le souci, hein. D'être capable de découper pour que les équipes soient vraiment autonomes, j'ai jamais réussi. C'est-à-dire que il y a toujours des interdépendances entre les équipes, plus ou moins fortes, donc le but c'est de les réduire, mais tout le modèle pousse à ce que le delivery soit complètement indépendant des équipes des unes des autres. Et ça... et à un moment donné, il y a des overlaps, quoi. Voilà, il y a toujours... Moi, j'ai jamais réussi à monter. J'ai essayé plein d'organisations dans les différentes sociétés auxquelles j'ai été. J'ai jamais réussi à faire un vrai modèle où il y avait très peu d'overlap sur des parties business. Et donc chez Photobox, on fait pas mal ça. Je t'ai parlé de ce fameux projet du Flexit qu'on avait appelé Fast and Furious aussi à un moment. Voilà. Et après 3 ans chez Photobox, où j'étais plutôt pas mal, il y a eu un changement stratégique de Photobox qui veut pas mal recentrer à Londres. Moi j'étais à Paris. Donc c'est le deuxième plan social. Alors celui-ci, je suis pas dedans directement. C'est beaucoup des équipes en France, mais pas la mienne. Mais bon, les projets qui vont rester sont un peu moins intéressants. Donc c'est le moment où je me dis voilà que je vais aller chercher une autre mission. J'avais beaucoup aimé les médias là, à l'époque où j'avais remplacé Céline à l'équipe. Et on me propose le poste de CTO du Parisien. Je me dis go, hein, voilà, c'est un nouveau poste. On te propose ou tu vas le chercher là? Parce que là, du coup, j'ai l'impression que de plus en plus, tu sais plus ce que tu as envie de faire et tu te diriges. C'est toi qui te diriges ou? Alors, je sais plus, pour être tout à fait honnête. Mais j'avais, voilà, dans l'idée, l'idée c'était que j'ai une équipe un peu plus large et que j'ai vraiment la maîtrise de la tech, que j'ai plus de directives fortes sur les choix tech, ce que j'avais encore à Photobox, parce que c'était une grosse DSI de 250 personnes. Là, moi, je voulais aussi être capable de piloter, de donner vraiment les impulsions. Donc, c'est là où je croyais vraiment au service managé, je croyais vraiment au cloud public. Je croyais beaucoup au JavaScript aussi. Et donc, c'était vraiment les enjeux que je cherchais. La taille de tes équipes au Parisien, C'était une 30aine de personnes aussi. Alors ça, quand je suis arrivé au Parisien, c'était assez petit. Dans les développeurs web, hein, il y avait un seul interne. Tout était externalisé. Il y avait aussi une équipe infra qui était assez forte. Il y avait une équipe de chefs de projet aussi dans mes équipes. Donc c'était vraiment une strate et une organisation je dirais assez classique de l'époque. L'idée, c'était vraiment de pousser la transformation numérique au Parisien. Donc déjà, il fallait recruter des équipes, hein, parce qu'il fallait faire que de l'externaliser. C'était pas scalable, en tout cas pas du tout dans la vision que les développeurs comprennent les enjeux business. Donc il y avait un vrai enjeu de construire les équipes. Ouais, mais bon, il fallait quand même délivrer. Toi, tu arrives au moment où on te propose un poste où il faudra recruter, ou c'est tu portes cette vision en arrivant? Quand je suis arrivé, l'objectif c'était de changer de CMS. Donc c'était ça le vrai enjeu. C'était ça le chantier. C'était ça le chantier. On ne savait pas encore trop comment on allait le faire au niveau des équipes. En tout cas, ce qu'on savait, c'est que on était parti, on venait juste de signer donc avec le Arc Publishing, donc, qui est la solution qui était faite par le Washington Post. Et on s'est dit maintenant comment on va faire. Donc, comme il fallait aller vite, toute l'idée ça a été d'externaliser
la partie initiale du build aux équipes de professional service à Washington. Donc, j'ai commencé à travailler donc avec les US pour construire du coup la première version du nouveau site, ce qui m'a permis en parallèle de commencer à construire une équipe et de aussi former les équipes donc à scaler de nouvelles techno, donc React, Node, sachant qu'ils ils partaient du PHP jQuery plutôt il y avait pas mal de legacy, il y avait des applicatifs qui avaient 10 ou 15 ans qui étaient toujours en prod, qui n'avaient pas beaucoup été évolués. Donc l'idée là c'était pas de faire du lift and shift, c'était vraiment de se dire ok, on va toute la partie CMS, ok, on va la prendre en SaaS. Après tout ce qu'on va faire à côté, comment on va le faire en fait, on va tout faire en moderne et on va pas trop prendre ce qu'on a fait dans le passé, on va plutôt reconstruire. C'est refonte, quoi. Ouais, c'est vraiment refonte, ouais. Refonte et donc pousser les microservices, parce que c'était des choses que j'avais pas mal développé chez Photobox aussi. Et vraiment voilà tout ce qui va être service managé pour aller vite et pour focaliser l'équipe sur de la création de valeur finalement. Ok. Donc, sachant que voilà, il y avait les montées de version, il y en avait qui n'avaient pas été faites depuis des années et des années. Donc il fallait aussi. J'ai aussi appris de mes prédécesseurs en disant mais en fait s'ils n'ont pas réussi, je vois pas pourquoi je réussirais mieux qu'eux. Donc on va essayer de changer de paradigme. C'était ça un peu l'idée aux Parisiens. Donc il y avait vraiment voilà toute la mise en place des outils pour la transformation. Donc il y avait aussi accompagné le business sur cette transformation, que ce soit les journalistes, donc je le faisais un petit peu, c'était un direct pour moi, mais je les rencontrais quand même de temps en temps, et toute la partie direction digitale en fait pour vraiment travailler sur comment on va transformer en fait des process qui étaient presque pour certains hérités de la façon de faire un journal papier, comment on va repenser pour faire du digital first. Donc c'était assez intéressant. Typiquement, pousser les. Ouais, entre le moment où tu arrives et le moment où tu repars, les parts de marché, pourcentage CA digital le Parisien, c'est quoi son évolution? Je sais plus du tout. Parce que quand c'est digital first, l'objectif c'est vraiment que ça prenne 70-80% des parts de marché en fait, donc, versus le papier. Ouais, donc c'est pas à cette échelle-là. C'était déjà de transformer un peu le modèle du digital, qui était très lié à la publicité. En fait, il y avait assez peu d'abonnements parisiens, et donc c'était l'idée d'abonnements digitaux, contrairement à certains concurrents. Donc c'était pousser vraiment la stratégie de l'abonnement digital pour que ça devienne une part importante des parties abonnements, sachant que les revenus publicitaires, c'est plus que c'était comme il y a une dizaine d'années où on pouvait faire des business models complets dessus. Maintenant, sur la presse, et on le voit, tous les acteurs de la presse se tournent de plus en plus vers l'abonnement. Donc il y avait toute cette stratégie de pousser en fait la partie vers l'abonnement. Il y avait aussi penser les articles pas forcément sur comment ils vont être dans le journal, parce que finalement c'était ça aussi l'enjeu, c'est que pour le journaliste, quand il écrivait son article, il pensait il va être en page 4 en bas à gauche de cette forme-là. Sauf que c'est les mêmes articles qu'on utilisait en digital, donc quand ils sont pensés comme ça, ils sont vraiment pas orientés pour les besoins du web. Donc vraiment mettre en place les outils, bloquer certains accès, bloquer l'accès à la maquette du journal aux journalistes par exemple. On a mis ça en place à un moment pour qu'ils arrêtent de regarder où est-ce qu'était leur article dans le journal. Ouais. Ok. Ça a été des choses qui ont été mises en place justement pour accompagner cette transformation. Donc il y avait, je te disais, solder les années de legacy, avec des vieux, des PHP 4, voilà, et là je te parle en 2018, donc voilà. Donc il restait encore pas mal de vieux applicatifs qu'on maintenait, qui tournaient, mais qui commençaient à être difficilement extensibles, où on avait perdu pas mal de connaissances sur comment ça fonctionnait, et voilà. Et pour construire le futur, c'est jamais terrible.
Donc, et puis j'accompagnais aussi la construction de l'équipe produit, puisque je te le disais au début, j'avais des chefs de projet au début dans l'équipe. Ouais, donc là, tu avais vraiment la casquette à la fois ouais, produit et produit dans son ensemble, quoi. Tech et réalisation du produit et produit côté fonctionnel, quoi. Alors PPO. pas vraiment en fait. On était vraiment, à mon arrivée, on était encore organisé en mode un peu MOA, MOE en fait. Donc, je m'occupais de la MOE, donc j'avais des chefs de projet delivery, et il y avait une MOA qui était une partie fonctionnelle. L'idée, ça a été de transformer. Donc moi j'ai pas, j'ai une sensibilité produit, mais j'ai vraiment pas du tout voilà, les capacités, je pense, à diriger, à monter une équipe produit complète, telle que peut le faire un vrai bon CPO qui a vraiment les enjeux. Donc, moi, j'ai vraiment accompagné sur comment on allait organiser, comment on allait transformer certains de mes chefs de projet en PO. Ça se fait dans la douleur un peu ou pas, ça? Ça se fait un peu dans la douleur. Ça se fait un peu dans la douleur. Donc, on a eu du mal à avoir un head of PO qui reste. Mais une fois qu'on l'a trouvé, d'ailleurs, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé à l'équipe qui finalement nous a rejoint, mais ça a été le troisième en un an, mais après, lui, une fois qu'il était en place, ouais, il est toujours là. On lui fait un coucou? On lui fait un coucou à Vincent, ouais. Ok. Et donc là, vraiment, il y a la montée de cette équipe et comment on va s'organiser. Donc on a eu pas mal d'échanges avec Vincent et on s'est même fait aider par une boîte qui est peut-être un nouveau concurrent pour une organisation. En tout cas. Qui s'appelle Tiga. Tiga, bah écoute... pas vraiment concurrent, mais... Ouais, bah tu étais en contact avec Cécilia Stauber, peut-être? Exactement. Ouais, c'est elle qui nous a accompagnés. Qui était dans mes équipes commerciales. Alors attends, non, c'est pas la même. C'est Cécilia, mais c'était pas... Et là, vraiment, c'était un accompagnement de comment on va monter une organisation produit, que ce soit autant dans la direction numérique du Parisien qu'avec les stakeholders, hein, puisque c'était aussi travailler avec nos stakeholders pour qu'ils comprennent l'approche produit et que c'est plus on arrive avec une idée et la direction technique ou numérique va exécuter. En fait, il y avait aussi tout cet enjeu. Et alors du coup, qu'est-ce qui te... Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'enjeux, que tu as pas mal les mains libres. Qu'est-ce qui te pousse à quitter le Parisien du coup? Je le quitte pas tout de suite déjà, parce que je reste quand même 4 ans. Ouais. Donc une fois que la refonte est terminée, donc on a changé de CMS, on a tout migré vers le cloud, on a refait la nouvelle app mobile. Tu as recruté une partie des équipes. J'ai recruté les équipes. Ça commence à rouler, voilà. Ouais. Ça commence à rouler, je dirais, c'est la fin d'une phase. Donc, moi, je travaillais vraiment par phase. En fait, je me dis, voilà, la phase d'après, elle sera pareil de 3 ou 4 ans. Est-ce que c'est moi qui veux la piloter ? Et là, il y a un truc qui me titille, c'est qu'il me manque toute la partie data, en fait. Je travaille assez peu sur... voilà, on va faire le pont. Voilà, sur la partie... data, donc que ce soit tant la BI que la partie IA et machine learning en fait. Donc ça c'était quelque chose que je voulais vraiment sur lequel je voulais vraiment avancer. Donc je travaillais un petit peu voilà avec les équipes data au Parisien, mais l'idée je voulais vraiment mettre les mains dedans en fait. Et donc d'un point de vue organisationnel c'était une autre direction qui était rattachée au groupe directement. Donc tu pouvais pas avoir ces enjeux-là. Voilà, je pouvais pas vraiment avoir ces enjeux et il y avait des gens très compétents qui les géraient déjà, mais moi personnellement, je voulais tirer aussi ça. J'avais donc à ce moment-là aussi, je me disais que bon, j'avais pas envie de refaire encore une migration cloud parce que je venais d'en faire une, donc je voulais une entreprise qui était déjà qui avait déjà fait cloud, le move to cloud, voilà, c'est ça, qui avait déjà fait le move to cloud. Qui était plutôt orienté service manager parce que je voulais pas repartir sur un manager du Kubernetes ou monter des clusters Mongo. Voilà, donc c'était voilà. Et donc là j'ai rejoint la centrale du coup qui cochait ses cases en fait et qui m'a proposé du coup le poste de CTO
Et Donc c'est là ce qui te sort de ta zone de confort, parce que maintenant t'aimes ça. voilà. C'est ça de confort. C'est la data du coup. Alors déjà, c'est la voiture. Il faut savoir que j'ai pas le permis. Quand j'avais pas le permis, je l'ai passé depuis. C'est vrai? Oui, c'est ce qui m'a... C'est lié ou c'est pas lié? Oui, c'est lié. D'accord. C'est... J'arrive à la centrale, je lui dis quand même... Donc, Ouais, mais pourtant tu t'étais pas mis à jouer au tennis en allant à l'équipe. non, je m'étais pas mis à faire du sport comme quoi. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres. Non, mais voilà, ma femme me poussait depuis des années. Et ça a été le déclic. à un moment, je me dis, bon, voilà, là, il y a un faisceau de... Les planètes sont alignées. Voilà, les planètes sont alignées, il faut que je passe le permis. Ok. Et je l'ai eu, hein. Bon, du deuxième coup, je l'ai eu quand même. Félicitations. Et voilà, 40 ans, c'est pas mal. Et donc, ouais, il y avait premier gros enjeu, c'est une équipe technique qui est d'un très haut niveau. Ce que j'avais pas forcément eu dans mes expériences précédentes. Moi, j'avais plutôt tiré le niveau des équipes. Là, j'arrive sur une équipe où d'un point de vue technique, j'ai pas grand chose à leur apprendre. Ils maîtrisent vraiment le sujet, toutes les architectures sont event-driven. Tout ce qui est, on va faire du micro-front-end hein, pour la résilience, des microservices quasiment partout. Donc bon, après, il y a toujours un peu de legacy comme partout, mais finalement un niveau technique qui est assez élevé. Donc ça, c'est un beau challenge parce qu'en fait, le challenge, il n'est pas sur tirer le niveau technique, il est sur comment on va faire travailler tout le monde avec un niveau technique élevé. Et le premier challenge, c'est que voilà, il y a beaucoup de feature teams, il y a 12 feature teams dans l'équipe qui sont quasiment toutes sur des technos différentes et il y a finalement qui travaillent assez peu en collaboration. Donc ça, c'est pour moi, c'est le premier enjeu, c'est de les faire travailler ensemble. Et c'est de les faire travailler ensemble, pas juste dans la feature team, mais dans une équipe, une société. Et comme sur un des fils rouges, hein, c'était... C'est marrant ce que tu dis, parce que tout à l'heure tu disais Spotify model, tout ça, et l'objectif et le truc dur, c'est justement réussir à faire des équipes où il n'y a pas d'overlap, quoi. Pas d'overlap business. Par contre, des équipes qui réinventent la roue, chacun de leur côté, d'un point de vue technique, pour moi, c'est ça le souci. En fait. D'accord, c'est ok. Il y a deux modes, en fait. Il y a vraiment le mode où... quand je parlais d'overlap, c'était vraiment sur la partie produire de la valeur. Ouais. Par contre, réinventer des architectures, ensemble, passer des infos et des pratiques, ok. Et faire tous un mode d'architecture différent, parce qu'on ne discute pas ensemble tout simplement et chacun résout une partie du problème mais jamais complètement. Finalement, d'un point de vue technique, c'est ça que ça entraîne en fait. Et alors là, du coup, la solution, c'est tu fais collaborer et discuter 12 équipes ou tu mets un architecte qui fait le pont Ni l'un ni l'autre, en fait. Déjà, très normaliser les technos. Donc, se dire, en fait, c'est quoi nos technos et en fait... c'est quoi la techno cible ? C'est quoi notre techno cible et pas forcément... garder beaucoup un côté rationnel en fait, c'est pas parce qu'on définit une techno-cible qu'on doit tout migrer tout de suite, qu'on arrête tout et qu'on migre tout, c'est de se dire en fait voilà, tout ce qu'on va lancer de nouveau, voilà comment on va le faire. C'est définir aussi voilà, des architectures cibles et parce que t'as de mémoire, t'as du Groovy, t'as du Java, t'as du PHP, t'as du Scala pour le moteur d'insertion automatique, voilà, du Node. Voilà, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout et finalement, ben, quand j'ai résolu un problème ou quand par exemple je fais une librairie d'accès à la base de user, s'il faut la faire en Groovy, en Scala, en PHP, en Node, c'est que chaque équipe réinvente les mêmes choses. Ou le monitoring, hein, monitorer autant de techno de façon efficace, mettre des alarmes efficaces, c'est compliqué. Et même ce qui peut des fois nous pousser à ne pas vraiment savoir si c'est bien monitoré en fait. Donc toi ta cible c'est décommissionner mais à bon escient quoi. C'est ça, c'est décommissionner à bon escient et surtout en fait de se dire en fait on a une cible technologique mais après c'est quoi du coup ça va être Node ça va être Node, TypeScript, React et AWS, et AWS donc avec du Dynamo, de l'Elastic voilà.
Alors, rien de vraiment nouveau, mais plutôt bien exécuté. Je pense que c'est ça l'enjeu, c'est de se dire en fait comment on fait correctement de l'event driven avec du Dynamo. Est-ce qu'on fait du Dynamo Stream, est-ce qu'on fait du Kinesis Data Stream, voilà. Et pas une équipe qui fait du Dynamo Stream, l'autre qui fait du Kinesis Data Stream, l'autre qui va créer une API. Voilà. C'est quoi les différences entre... Tu veux vraiment rentrer dans les détails? Tu peux ou tu peux pas? Rapidement en fait, le Dynamo Stream en fait, chaque fois qu'il y a un changement sur une entrée de la base, ça va informer tous ceux qui sont inscrits et ça va envoyer le modèle tel qu'est le modèle de la base en fait. L'avantage du Kinesis Data Stream, c'est qu'on va pouvoir brancher des lambdas dessus pour transformer le modèle et en fait permettre à l'équipe qui travaille sur le modèle de garder un contrat d'interface avec ses clients. Parce que le problème du Data Stream, c'est que si tu changes dans ta base, tous tes clients ils vont recevoir les changements automatiquement. D'accord. Donc tout le monde est obligé de migrer. Voilà. Très rapidement, mais il faudrait faire des dessins. Ouais. Voilà. Mais c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'il y a plein de solutions au même problème. Et finalement, il y a plusieurs... Il n'y a pas une bonne réponse en fait. Il y a plusieurs réponses qui marchent plutôt très bien. L'idée c'est de se dire ok, sur laquelle on va miser pour essayer de garder une cohérence et pas se poser la question à chaque fois, tiens, si je peux brancher sur cette base, comment je me branche dessus en fait. Je me branche sur le Kinesis Data Stream ou sur l'API, mais pas se poser la question de alors quand je dois travailler sur 3 ou 4 sources de données, alors il y en a une, j'ai pris une API, l'autre j'ai pris un machin, l'autre c'est encore un vieux truc via FTP, voilà. et tout l'enjeu il est là en fait, c'est de se dire c'est la réponse actuelle à la problématique, elle changera peut-être mais pour l'instant on fait ça quoi. On fait ça. Et moi j'ai un côté très rationnel, c'est de se dire en fait, il y a des cas où ça marche pas en fait. C'est notre cas générique, mais il y a pour des raisons X ou Y, des cas où ça marche pas. Donc travailler aussi sur une gouvernance, se dire ok, c'est ça le cas générique, mais est-ce qu'il y a des exceptions? Et les exceptions, on les documente et on explique pourquoi on va le faire. Ou pourquoi on fait pas de cette manière-là. Ça peut être des questions de coût des fois. Ça peut être voilà, pour X ou Y raison. L'important c'est de se dire ok, si je dérive du standard, comment je suis cette dérive du standard, comment je la documente, pour dire en fait si le contexte y change, on va être capable de revoir un peu soit les exceptions, soit même la règle générique. Et alors du coup, la data. La data, alors... Parce que ça faisait un peu partie de la... Ouais, c'est vrai que j'ai parlé de plein d'autres choses que la data, donc je vais en parler un petit peu. Donc oui, l'idée à la centrale, c'est que j'ai lancé 4 grands piliers, en fait, ce que j'ai appelé les piliers de la tech. J'ai été très inspiré par d'autres. Hein. Et donc, il y en a 4. C'est, pour moi, les grands chantiers sur 3 ans, en fait, sur lesquels on doit avancer le plus. Le premier c'est la sécurité et la résilience. Donc tout à l'heure on parlait de fraude. De fraude, mais alors de fraude il va pas vraiment être là en fait. Là je parle vraiment plutôt bas niveau. Donc on va parler d'infra as code, PRA, PCA, tout ce qui va être aussi tout ce qui est autour du GDPR, voilà. Donc comment on va s'améliorer dessus et comment on va mieux automatiser les choses sur ces sujets. Le deuxième pilier c'est celui que j'ai appelé l'operational excellence. Donc là on va vraiment travailler sur être capable de monitorer en fait et l'observabilité en fait. Voilà, comment on sait dans quel état est notre plateforme et tous les éléments de notre plateforme, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que quand on fait beaucoup de microservices, à un moment on en a beaucoup et que finalement on sait plus trop où ils sont. Quand on faisait des grosses applications monolithique, la grosse application, quand ça tombait, il y avait tout qui tombait, c'était assez facile. Là, quand on a des parties microservices, quand on en a beaucoup, en fait, lesquels marchent, quel impact ça a quand il y en a un qui tombe, quelles sont les corrélations entre eux. On rentre voilà, dans ce type de problématique. Donc là, il y a un vrai enjeu pour moi à être capable voilà, d'avoir... combien des microservices ? Je sais plus, mais c'est en centaines. C'est en centaines, ouais. Ouais, ok. Donc,
j'ai pas le chiffre exact. Quand on aime, on ne compte pas. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième enjeu, c'est celui que j'ai appelé l'engineering excellence. Donc c'est vraiment là travailler sur notre time to market. Comment améliorer en fait, l'arrivée d'une idée à sa mise en prod. Donc c'est travailler autant sur des process agiles en fait, que sur la QA, par exemple l'automatisation des tests, le partage comme je te disais tout à l'heure, hein, le partage de librairies par exemple. Quand on n'a pas réinventé une librairie, en fait on va plus vite pour délivrer de la valeur. Donc il va y avoir tout cet enjeu. Et le dernier qu'on a appelé data everywhere, donc voilà, pour répondre à ta question sur la data. Donc avec là le vrai enjeu, hein, autour de la data, ça va être de passer vraiment mettre en place la décentralisation de la donnée. Je cherche le mot anglais, si tu l'as, tu peux m'aider. Eh ben écoute, ça va me revenir, je vais expliquer, et puis quand je vais la retrouver, je te redonnerai le beau mot. Du coup, ouais, sur toute cette partie data, donc pour moi, il y a deux axes. Il y a vraiment l'axe d'accompagner le business, en fait. Donc tout ce qu'on va appeler un peu la BI, ou en tout cas l'accompagnement du business autour via des chiffres. Donc comment on va mesurer et comment on va mettre en place vraiment toute la structure data qui va permettre en fait que chaque business owner puisse comprendre sa donnée, puisse la traiter et l'analyser. Donc là on va avoir beaucoup travaillé avec les outils AWS sur cette partie, et l'idée, voilà, ça va être de permettre à chaque équipe de bien comprendre la donnée, de la documenter aussi, hein, via un data catalogue. Et les use cases, enfin si tu as des exemples à donner de use cases justement sur donc toute la partie reporting, hein, comment on va mesurer l'efficacité de notre business. Donc la centrale, c'est un business où on va envoyer des leads. Notre business, c'est de mettre en relation un acheteur et un vendeur. Donc comment on arrive à mesurer l'efficacité sur toute la chaîne, en fait. Donc là on va voir toute la partie mesure sur toute l'expérience du site, et après on a tout un pendant aussi sur notre taux de couverture, combien de véhicules dans le listing, comment il évolue dans le temps, est-ce que combien on a de véhicules de plus ou moins X milliers d'euros, ce qui nous permet aussi de sortir, par exemple, là on a sorti depuis janvier, on sort un baromètre trimestriel où on va expliquer l'évolution du prix des véhicules d'occasion, hein, qui a beaucoup monté dans les années passées, hein. Je crois qu'on a pris 40% depuis 2020 à modèle équivalent. Donc ça a pris 40% en 3 ans. Voilà. Donc ça, voilà, toute notre donnée en fait nous permet de mesurer ça. Donc c'est aussi un asset important, la donnée, notre capacité à collecter de la donnée et à la traiter correctement. Et pour pouvoir pricer, quoi. Alors pour pouvoir pricer, donc on va faire aussi, voilà, ce qu'on va appeler la data innovation, hein. On va être capable, voilà, de pricer les véhicules. Donc en fait, quand un pro va déposer une annonce chez nous, on va être capable de prédire le prix de ce véhicule. Donc on a fait, voilà, des algos de machine learning qui vont être capables, voilà, de prédire le prix du véhicule en fonction de ses caractéristiques, hein. Il y a plein de caractéristiques, et typiquement, voilà, le type de moteur, l'année, voire même la couleur, en fait, ça peut impacter le prix. Donc ça va être toute cette partie-là. La fraude, hein, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est en analysant les fraudes existantes qu'on va être capable de détecter les modèles de fraude aussi. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va faire basé sur la donnée qu'on va exploiter. Ok. Aujourd'hui, vous avez déjà pas mal de choses qui tournent côté data, côté IA. Il y a des... pour en revenir au métier, du coup, est-ce qu'il y a des chantiers que tu vas accompagner côté... Enfin, la data va vous... Qu'est-ce que tu vois comme gros impact de la data et de l'IA sur le métier du groupe La Centrale? Il y en a pas mal, en fait. J'ai retrouvé le mot, ça y est, c'était data mesh. Pardon. Je cherchais. Voilà. Il m'a fallu 10 minutes pour le retrouver. Non, les grands enjeux autour de la data,
ça va être comment on va réussir à garder un avantage concurrentiel avec tous les nouveaux outils qui arrivent et qui vont être facilement exploitables. Pour moi, justement, on a beaucoup de données, donc je pense à ChatGPT, etc. On a beaucoup de données, c'est ce qui nous permet d'avoir des bons algos qu'on arrive à entraîner. Après, voilà, où est-ce qu'on pourra aller? On pourra aller sur beaucoup l'accompagnement de nos pros sur la vente, par exemple. Leur aider à bien pricer leur véhicule en vente. On peut travailler aussi sur le leasing, en fait, parce que tout l'enjeu du leasing, c'est d'être capable de définir le prix du véhicule dans le futur. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait la valeur de la LOA. Je ne sais pas si tu connais le modèle de la LOA, donc c'est location avec option d'achat. Ouais. L'option d'achat dit en fait que tu vas racheter le véhicule à la fin d'une période de 3, 4, 5 ans à un prix donné. Mais c'est quoi ce prix donné? Et si toi tu veux pas la racheter, il y a bien quelqu'un qui va récupérer le véhicule et qui va devoir le revendre. Et donc lui, ce qu'il va vouloir savoir, c'est si tu le reprends pas, comment je vais calculer ma marge dans 3, 5 ans. Et donc c'est être capable de prédire le prix d'un véhicule dans le futur avec son usure et qui va définir ce prix. En fait, plus tu es proche de la vérité, plus tu arriveras à faire baisser les mensualités. Donc tout l'enjeu, il est là. Pourquoi être proche de la vérité fait baisser les mensualités? Parce que tu diminues le risque, en fait. Et donc, c'est une sorte de crédit ballon, en fait, la LOA. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est qu'à la fin, tu as un montant. Plus ce montant est haut, plus les mensualités sont basses versus un crédit classique où tu as acheté 100% du bien à la fin. Là, en fait, ce que tu payes que le delta entre le prix de vente et le prix futur. Ouais. C'est ça que tu rembourses sur tes mensualités. Mais du coup, en quoi tes modèles data IA vont pouvoir te prédire le prix futur avec finesse? Parce que tu dépends vachement de contextes que tu maîtrises pas. Tu peux pas savoir l'inflation dans un an. Ah, mais les modèles, oui, ils sont capables de l'estimer, d'estimer le niveau de risque aussi. De regarder aussi ce qui s'est passé dans le passé, puisque nous, on a quand même plus de 20 ans de données, donc on est capable de voir. Et après, bien évidemment, c'est comme tout algorithme, hein, c'est une boule de cristal, donc il y a une part de choses qu'on ne sait pas. Si l'inflation prend 47% d'un coup, ça sera dur de prévoir, mais tous les enjeux, en fait, ils sont voilà, sur la capacité à être le plus proche d'avoir la meilleure valeur par rapport aux autres, puisqu'en fait tout le monde veut faire de la LOA, tout le monde a son modèle de calcul de valeur, en fait, hein, et tout le monde a le même risque que ça, en fait. C'est comme si tu as acheté un appartement ou une maison, est-ce qu'il va y avoir une déflation de 10, 20, 30% dans 3 ans et que ton crédit, finalement, tu n'arriveras plus à le rembourser? C'est pas Chacun vraiment. porte son risque, ouais. Ouais, c'est ça. Et en quoi, tu disais, voilà, ChatGPT, tout ça, c'est un risque pour vous? Non, pas. C'est quelque chose d'identifié comme des concurrents potentiels? Non, pas forcément. C'est plutôt sur le. Alors, pas de ChatGPT en lui-même. Hein. ChatGPT, c'est juste. Il a un gros avantage, c'est qu'il permet maintenant à tout le monde de comprendre un peu ce que ça fait ces algorithmes. Alors, en tout cas, mes parents maintenant, ils comprennent bien maintenant ce que ça fait. J'ai essayé de leur expliquer, c'était dur. Là, je leur donne ChatGPT, ils comprennent très bien. C'est pas de ChatGPT en lui-même, c'est plutôt est-ce que avant, donc voilà, des algos, on en fait depuis des années et des années. Avant, ça demandait un investissement, beaucoup de données, il fallait entraîner les modèles. Donc il y avait un ticket d'entrée qui était quand même assez important. Ce ticket d'entrée réduit, donc moi je pense que c'est plutôt une opportunité justement, même pour nous, c'est de dire en fait comment on va pouvoir aller sur des territoires où on ne voulait pas forcément investir parce que le ticket d'entrée était trop important. Genre le leasing justement. Le leasing, je sais pas si on n'aurait pas été, bon, il y aurait probablement été quand même, mais non, je pense plutôt voilà sur
éventuellement faire des robots conversationnels pour aider nos pros à déposer, faire des accompagnements quand on sort une nouvelle feature pour les aider à comprendre comment elle marche. Voilà, on voit plein de territoires qu'on pourrait exploiter, automatiser plein de trucs qu'on fait encore un peu à la main, la compréhension de nos chiffres aussi. Voilà. Donc, il y a plein de territoires où on pourra aller et où le ticket d'entrée est en train de réduire voilà, ça, je pense que ça va nous développer pas mal d'opportunités. Ok, plutôt. donc tu vois ça plutôt comme des opportunités. Ouais, moi je vois plutôt ça comme des opportunités. Bon, Après, voilà. Et plein de chantiers à venir, du coup. Ouais, il y a une question d'éthique après, mais Pourquoi alors là, je sors complètement de nos besoins de la centrale, mais sur qu'est-ce qu'on fera de ces IA et comment on va les utiliser. Mais pourquoi tu parles d'éthique? d'éthique, c'est comme toute technologie, elle peut être utilisée à bon escient comme à mauvais escient. Et voilà, après, il y a des entreprises qui vont les utiliser pour améliorer des process, et il y en a qui vont pouvoir l'utiliser pour faire des hackers, pour faire des attaques massives, ou pire, hein, voilà, je sais pas. Ok. Bon, écoute, on va retenir le scénario c'est des belles opportunités pour toi et pas mal de chantiers à venir et une zone de confort qui va te permettre de sortir de ta zone de confort oui. et d'y rentrer rapidement. Et ça va m'amener peut-être aux quelques dernières questions du podcast. Est-ce que tu as un proverbe, une citation, une phrase qui t'accompagne? Ah ouais, alors c'est un petit peu bateau, mais moi je l'aime vraiment bien, c'est tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Alors ouais, ça fait presque Amélie Poulain un peu, hein. Mais je la trouve assez vraie en fait. C'est que en fait, on a toujours tendance à quand on va tout seul, enfin, on va vite, mais finalement, avec une équipe, on va pouvoir construire beaucoup plus et beaucoup plus stable et beaucoup plus sur le long terme. J'aime bien celle-là. Et elle est jolie. Je sais pas si elle fait si Amélie Poulain que ça, mais ok. Est-ce que tu as un surnom? Alors j'en ai eu un, mais celui-là je te le dirai pas aujourd'hui parce que je te disais tout à l'heure je faisais de la musique. Tu me le diras off record ou pas? Ah, je te le dirai peut-être off record. Je faisais de la musique et mes équipes ils cherchent depuis un moment à trouver des choses de moi sur internet, et je leur ai dit qu'en fait ils me retrouveraient. Si, mais il faut connaître mon pseudo de l'époque. Voilà. Et avec mon nom, ça, ils trouvent pas, et donc je sais qu'il y en a deux qui cherchent. Tristan et Lucas, je vous fais une dédicace. Et ils n'ont toujours pas trouvé, ce serait trop facile. Ok. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a un titre que tu donnerais à cet épisode? J'ai toujours été nul pour trouver des titres. Alors tu vois, ça c'est exactement ce que je demande à ChatGPT, de me trouver des baselines comme ça. Donc si tu peux essayer de demander à ChatGPT de trouver un titre une fois qu'il aura écouté le... Ok, écoute, on va... Je sais pas si on va... Écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Tu fais du text-to-speech, tu lui fais analyser tout et demande-lui un titre. Je suis sûr qu'il sera bien meilleur que celui qu'il arriverait à trouver. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose? C'est quoi la phrase qui m'énerve? Ah ouais, ça c'est vrai. C'est quoi la phrase qui t'énerve? C'est pas à moi de le faire. Celle-là, t'aimes pas l'entendre. Ça, je déteste entendre ça. Justement, dans les équipes qui sont censées être autonomes, c'est pas à moi de le faire, ou toutes ces variantes j'ai pas le temps, parce que souvent c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est très problématique comme mindset, parce que ça montre en fait, souvent, c'est quelqu'un qui va te le dire, c'est quelqu'un qui sait le faire. C'est important pour lui et c'est important pour la boîte. Mais pour une raison de peut-être, je sais pas, protection, il va te dire c'est pas à moi de le faire. Et moi, justement, quelqu'un qui me dit ça, je dis c'est toi qui vas le faire quand même.
parce que et c'est peut-être le seul moment où je suis très directif avec mes équipes. Parce que finalement, ça peut bloquer complètement des projets. En fait, comme il dit, c'est pas mal de le faire. Il y en a un autre surtout il y en a un autre qui va le faire, mais l'autre il n'existe pas en fait. C'est un autre virtuel et finalement, en fait, c'est souvent quand je me rends compte, bien sûr, c'est parce que c'est un truc qui avance pas depuis 3 ou 4 jours ou une semaine, et que la personne me dit ça, et en fait, je dis, mais qui le fait? Souvent, il n'y a personne. Et donc, pour moi, c'est très très bloquant, parce que moi, j'attends qu'on arrive avec des solutions, dire en fait, soit je sais pas faire, est-ce que quelqu'un peut le faire? Quelqu'un peut m'aider, m'apprendre, ouais. Voilà, m'apprendre, ou en fait au niveau de mes prios ça va être compliqué, est-ce qu'on peut revoir mes prios? Voilà, pour moi il y a plein d'études positives à avoir plutôt que cette attitude qui est ultra négative en fait. Ok, eh bien je pense que tout le monde sait la phrase qu'il ne faut pas te dire. Ouais, je crois qu'ils le savent déjà. Ok, et merci beaucoup d'avoir participé au podcast, et je te souhaite plein de bonnes choses pour les 4 piliers et ce chantier data avec plein d'opportunités. Ok, merci beaucoup, et puis très heureux d'avoir été invité. Salut. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.